Bonjour à toutes et à tous, je suis très heureux de vous retrouver pour ce tout nouveau numéro de votre rendez-vous quotidien. Bienvenue en Ile-de-France. Comme la saison dernière, nous allons nous retrouver une fois par semaine, généralement le vendredi, pour analyser, pour décrypter l'actualité de votre région. Et cette semaine, vous le savez, nous dédions notre émission aux Jeux paralympiques. Et aujourd'hui, on a décidé de s'intéresser à ces athlètes hors du commun qui autrefois ont été valides, mais qui à la suite d'un accident ont été frappés par le handicap. Quelles en sont les étapes pour se reconstruire? Comment ont-ils consolidé cette force mentale qui de l'extérieur semble inébranlable? On répond à cette question d'ici les toutes prochaines minutes avec nos invités en plateau. Les cérémonies de Paris 2024 atteignent des sommets d'audience. Des millions de téléspectateurs sont fascinés, émerveillés, captivés par ces spectacles répétés au millimètre près. Et la question qui aujourd'hui se trouve sur toutes les lèvres est la suivante: à quoi la cérémonie de clôture des Jeux paralympiques va-t-elle ressembler? Nous essaierons de dessiner les contours de ce moment ensemble. Nous ouvrirons ensuite notre page culture avec l'une des stars de Paris 2024. Le cheval métallique qui a galopé pendant plusieurs kilomètres sur la Seine est actuellement à la mairie de Paris, dans la cour d'honneur de l'hôtel de ville. Il n'est pas du tout retourné à l'écurie. Le papa de ce pur sang mécanique s'installera autour de cette table dans les toutes prochaines minutes. Et enfin, si vous ne savez absolument pas quoi faire ce week-end, eh bien ça tombe bien puisque nous conclurons cette émission avec votre rendez-vous Par ici les sorties, porté par François Obel, rédacteur en chef culture au Figaro. Allez, il est temps pour moi de vous présenter les invités qui vont m'accompagner lors de cette première partie d'émission. Général Paul Sanzé, vous occupez la fonction de commissaire interarmé au sport militaire et vous êtes également le commandant du Centre national des sports de la défense. Soyez le bienvenu sur ce plateau. Anaïs Rigal, bonjour, vous êtes joueuse de volley assis. Merci d'être avec nous autour de cette table. Et Olivier Strack, vous êtes avec nous à distance, vous êtes psychologue du sport. Merci également d'être dans cette émission. Avant que l'on entre ensemble dans le vif du sujet, je voudrais que l'on fasse le point sur les médailles que l'équipe de France paralympique a décrochées. Jusque-là, notre pays se trouve à la 5e place du classement avec 17 médailles d'or entre les Pays-Bas et l'Italie, mais loin derrière la Chine qui en cumule 74. Vincent Roseron, journaliste au Figaro TV, suit pour nous les Jeux paralympiques. Il se trouve en ce moment au Club France et il a tendu son micro à 3 athlètes. Aurélie Aubert, championne paralympique en boccia, c'est un sport, pour ceux qui ne le savent pas, qui s'apparente à la pétanque. Loïc Vergniaud, double médaillé d'argent en cyclisme sur route. Et enfin, Matteo Boeas qui a glané le bronze en tennis de table. Je vous propose de les écouter. Aurélie, comment on en vient à faire de la boccia? Surtout comme à la base, on n'aime pas ça. Ouais, alors voilà, vous aimiez. Alors racontez-nous un peu, vous aimez pas ça à la base? En fait, à mon ancien centre, il fallait faire du sport et moi, j'étais pas du tout sportif. Et en fait, Marie-Pierre Leblanc, la team manager de la boccia, était la prof de sport à Richebourg et du coup elle m'a dit un jour: ok, viens, si tu viens je te donne des chocobons. Et un jour elle m'a dit: ça te dit d'essayer un championnat de France? Oui, j'y allais vraiment pour me dire j'y vais, voilà. Et en fait j'ai pris goût et puis le jour de mes 18 ans pile, elle m'a dit: est-ce que ça t'intéresse d'aller en équipe de France? Je dis: moi en équipe de France, je voyais pas que j'avais un bon niveau pour y aller. Et elle m'a dit: bah si, viens. Premier sport, c'était pas le vélo forcément, c'était le foot. Voilà, du foot. Et ensuite vous avez bifurqué sur le vélo. Est-ce que vous pouvez nous raconter un peu? Alors donc je faisais du foot à très très bas niveau. Après j'ai me rebasculé sur du foot béquille à la sortie de centre de rééducation. Et bon, j'ai le problème sur les 2 jambes, donc j'ai vite bifurqué sur le vélo parce que là ça me permettait de pas utiliser mes jambes, donc j'utilisais vraiment 100% de mes capacités physiques. Voilà, c'est Jean-Paul Michel, qui est un ami de la famille, qui m'a mis dedans et je le remercie encore parce que du coup je crois que c'était vraiment le sport qui convenait bien. Vous avez d'abord joué chez les Valides avant d'aller dans la catégorie handisport. Exactement, je joue encore chez les Valides, donc je suis dans les 2 fédérations maintenant. En Valide, j'ai pas un niveau international, je suis bien moins fort que Alexis et Félix ou que Simon, mais voilà, j'ai un niveau national, ce qui est déjà pas trop mal. Mais oui, j'ai d'abord fait que du Valide et commencé les handisports, je crois que j'avais à peu près 15 ans. Est-ce que ça a été une évidence, on va dire, ou est-ce qu'au début c'est un peu compliqué de passer du foot au vélo? Oui, parce que j'étais pas très endurant, on va dire. Au foot, c'était pas connu pour mon endurance, plus pour mon explosivité. Et ouais, ça a été long, mais voilà, j'ai pu prendre beaucoup de plaisir au fur et à mesure. Et déjà, pour les balades, me sentir libre et me sentir libre de bouger. J'étais pas handicapé par mon corps, donc
Mais après, l'esprit des compétitions en Coupe de France et tout m'avait beaucoup plu, parce que c'était quelque chose de très amical et tout, donc c'est comme ça que j'ai fait beaucoup de kilomètres pour me rendre sur les courses, mais je ne regrette pas. Ouais. Ça a été une remise en question quand on va du côté du handisport? Ouais, complètement. Alors en plus j'étais assez jeune, hein, j'avais même pas 18 ans. Quand on m'a proposé ça, au début j'étais pas trop chaud, et puis au bout d'un moment en 2012, j'ai accepté d'aller faire une compétition. Pour pas vous cacher, elle a été très compliquée, et j'ai dit que je voulais plus jamais y retourner parce que je me sentais pas à ma place avec un handicap plus léger et qui est même invisible pour beaucoup de personnes. Me retrouver dans une salle avec des personnes amputées en fauteuil, ça a été assez compliqué, mais après au fur et à mesure des rencontres, des discussions avec les entraîneurs de l'équipe de France, des autres joueurs de l'équipe de France à ce moment-là, j'ai été invité à faire un stage de préparation pour Londres 2012. Et à partir de ce moment-là, ça a été le déclic. On m'a dit, mais tu as vraiment un gros potentiel dans ta catégorie. C'est des handicaps qui sont assez légers et tu as toute ta place. Donc, écoute, nous, on serait hyper fiers et on serait très contents que tu viennes avec nous. Donc, je pense que j'ai pris la très bonne décision à ce moment-là. Général Paul Sanzé, je me tourne vers vous parce que vous le connaissez bien, Mathéo. Il fait partie de l'Armée des Champions. Alors, l'Armée des Champions, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est l'équipe de sportifs de haut niveau qui est affiliée au ministère des Armées. Vous chapeautez en partie cette équipe-là. Est-ce que vous assistez, lors de ces Jeux paralympiques, à une belle moisson de médailles déjà ? On peut dire qu'on a une belle moisson de médailles. Parce que, donc pour les Jeux Olympiques, l'Armée des Champions a réalisé 30% des médailles françaises. Donc pour 13% de la délégation française, je considère que le job est fait. C'est un bon résultat. Pour parler militaire, la mission est remplie. L'objectif, c'était celui-là, c'était minimum 10%, et comme vous êtes à 13, ça vous convient ? Alors déjà à Tokyo, on avait fait un très bon résultat du même niveau, donc j'avais fixé au moins aussi bien qu'à Tokyo, et je suis pour l'instant assez satisfait du résultat. Vous êtes satisfait du résultat. Alors pour que l'on comprenne bien et que nos téléspectateurs puissent véritablement établir un lien entre l'élite sportive et l'armée, dans quelle proportion le sport de haut niveau est-il présent dans l'armée de terre, l'armée de l'air, ainsi que la marine ? Et la gendarmerie nationale. Et la gendarmerie nationale. Oui, c'est vrai que j'ai cité les trois armées. Dans notre vocabulaire, le sport de haut niveau pour nous, c'est donc le championnat de France, le championnat d'Europe, le championnat du monde de la discipline considérée. Oui. Et donc les armées sont effectivement présentes à ce niveau-là, à travers le bataillon de Joinville, armée de champions, qui rassemble, comme vous l'avez dit, des athlètes recrutés par les trois armées et par la gendarmerie nationale. Et il revient au commissaire au sport militaire que je suis de recruter ces athlètes pour les trois armées et la gendarmerie, de participer à leur entraînement, de réaliser leur gestion quotidienne, j'allais dire, leur carrière, et jusqu'à leur reconversion quand ils décident de quitter l'institution militaire. Alors, ce qui nous intéresse tout particulièrement dans cette émission, évidemment, ce sont les Jeux paralympiques. Quelle est la place qu'occupent les athlètes paralympiques au sein de l'Armée des Champions ? Alors, en fait, on a 34 athlètes paralympiques que nous avons recrutés au bataillon de Joinville. Et sur ces 34, en fait, on en a 28 qui ont été sélectionnés cette année pour les Jeux paralympiques 2024. Et historiquement, ces athlètes paralympiques ont toujours existé au sein du bataillon de Joinville ? C'est assez récent, puisque ça n'a qu'une dizaine d'années qu'on a ouvert effectivement la compétition de haut niveau dans les armées, avec un intérêt, évidemment, c'est de soutenir ces athlètes dans leur discipline, et en même temps d'avoir des ambassadeurs qui témoignent des valeurs de l'armée auxquelles ils sont attachés. Alors vous, Anaïs Rigal, vous êtes joueuse de volley assis. Vous avez participé à ces Jeux paralympiques à Paris 2024. Alors d'abord, racontez-nous votre histoire personnelle. Vous étiez conductrice de poids lourd, et en décembre 2019, vous n'êtes âgée que d'une trentaine d'années, me semble-t-il, et à ce moment-là, vous perdez une jambe. C'est comme ça que ça s'est passé. C'est ma crise de la trentaine à moi. Je me suis dit, tiens, qu'est-ce que je pourrais faire de fou ? C'est votre côté rebelle, c'est ça ? Voilà, exactement. Donc c'est ça, en décembre 2019, j'ai eu mon accident de la route au volant de mon camion. L'amputation s'est faite 3 mois plus tard, début 2020, avec une rééducation de 3 mois ensuite. Et en sortant, c'est vrai que il faut reprendre possession de son corps, redécouvrir le monde différemment, avec une jambe en moins. Mais je ne me suis pas laissée abattre, parce que je crois que je suis sortie en juin de rééducation, et puis en septembre, octobre, je faisais du parapente. Donc voilà. Alors, en décembre 2019, si on reprend vraiment le début, au moment de votre accident, au moment où vous apprenez finalement que vous devez perdre une jambe, à ce moment-là, vous réagissez comment ? Ça va vous paraître étrange, mais j'ai pris ça un peu comme un challenge, comme un défi. J'ai presque trouvé ça fun. Je m'étais dit, mais quand même, parce qu'il ne faut pas exagérer, mais je ne sais pas, je me suis dit que c'était un défi à relever. Parce que vous avez l'âme d'une compétitrice, peut-être, c'est ça ? Alors, oui, moi j'aime le défi, j'aime le challenge. Compétitrice, je me suis découvert une âme de compétitrice là, avec les Jeux paralympiques, évidemment. Mais j'aime les défis, et puis j'ai été très très bien entourée, que ce soit ma famille et mes amis, donc on a vraiment pris ça
à la rigolade, je vais dire presque en exagérant, mais... En tout cas, vous avez vraiment pris ça avec beaucoup de philosophie. Beaucoup de philosophie et de légèreté, on va dire. Je pense que 2 jours après l'amputation, j'étais déguisée en pirate avec un perroquet sur l'épaule. À aucun moment vous vous êtes sentie dépressive, entre guillemets. À aucun moment vous vous êtes dit, là, ma vie, elle va être très compliquée. Il y a eu des moments compliqués, évidemment, en sortant de rééducation, parce qu'on est quand même un peu cocooné. Il y a toujours du monde, des soignants pour s'occuper de nous. Donc on est bien, quoi. On est dans un petit cocon. Et en sortant, on se rend compte qu'il y a beaucoup de choses qui ne sont pas adaptées au quotidien pour les personnes en situation de handicap. Ça, on prend un peu en pleine face. Vous vous en rendez compte pile à ce moment-là, en fait, bien sûr. On se rend compte au fur et à mesure. Quand je prends les métros parisiens, c'est le même encore aujourd'hui, c'est le même constat. Donc, mais au fur et à mesure, on s'adapte, on fait face. Ouais. Et puis, voilà, j'ai jamais eu envie de faire autant de choses qu'après mon accident, en fait. Et il y a eu des passages à vide, évidemment, parce qu'il y a des douleurs, il y a des choses qu'on se rend compte qu'on ne peut plus faire comme avant, et on se dit, mince, du coup, je ne pourrais pas aller avec les potes, je ne pourrais pas faire ci, pas faire ça. Et puis finalement, pas du tout. Il y a une bienveillance dans mon entourage, ma famille et mes amis, donc tout se fait très simplement. En général, ce genre de témoignage, ça force l'admiration. Cette force de caractère, c'est incroyable. Vous en entendez aussi, ce genre de témoignage? Les parcours sont différents, mais je crois que pour trouver le ressort, d'aller jusqu'à la compétition de haut niveau, il faut avoir une vraie force d'âme. Ouais. Donc oui, évidemment, nous on est tous admiratifs de cette résilience. Ouais. Et puis de la constance dans le choix, parce que c'est bien de se dire un jour, effectivement, je vais me lancer dans la compétition, mais pour tenir dans la durée, quand on sait le niveau que ça requiert, d'ailleurs valide ou para-athlète, pour moi c'est le même principe, il faut avoir une vraie volonté affirmée, une stabilité émotionnelle pour encaisser, je pense, les à-coups du moral, le moins bien physique, enfin tout ce qu'un compétiteur connaît. Et c'est sûr que pour les para-athlètes, c'est quand même un défi encore plus grand. Et cette histoire d'amour avec le volley assis, il est arrivé à partir de quand? Ça a commencé en 2021 par pur hasard via les réseaux sociaux. La chef de projet, Christelle Bernoud, avait publié une petite annonce. Hey, si vous ne connaissez pas le volley assis, venez essayer dans un club près de chez vous. J'ai commenté par pur hasard. Et pouf, il se trouve que près de chez moi, au Hayan, à côté de Bordeaux, il y avait un club de volley assis dans lequel je suis allée faire un essai en mai 2021. Ouais. Puis visiblement, ça a accroché puisqu'on m'a proposé de faire un stage découverte en équipe de France en août 2021. Ouais. Et bim, c'était parti. Et ça marche bien puisqu'aujourd'hui, nous sommes en 2024. Vous avez le maillot bleu-blanc-rouge sur vous, le maillot de l'équipe de France. Exactement. Et ses ongles aussi, qu'on n'a peut-être pas vu à la caméra, avec ce vernis bleu-blanc-rouge qui vous va très bien au teint. Il faut quand même le reconnaître. Alors nous sommes aussi avec Olivier Strack, qui est psychologue du sport et préparateur mental. Vous êtes avec nous à distance. Olivier, très concrètement, la première question que je vais vous poser, de quelle manière le sport peut-il aider un homme ou une femme à se reconstruire ? Le sport possède beaucoup de vertus. C'est un médiateur privilégié en termes de réappropriation de son corps, de renforcement de l'estime de soi, au niveau de ses ressentis, son schéma corporel. Ça va favoriser le lien social, le sentiment d'appartenance aussi, souvent avec un groupe d'entraînement, un groupe de pairs. Et puis, c'est une médiation qui va permettre de sortir d'un vécu identitaire où on est en situation de handicap à celui de sportif et éventuellement celui de sportif reconnu. Donc c'est vraiment un médiateur privilégié. Et cette force de caractère dont fait preuve Anaïs, nous en sommes tous témoins ici sur ce plateau, c'est une caractéristique que vous observez vous aussi chez vos patients, chez ceux qui vous consultent ? C'est très variable. Ce qu'il faut comprendre quand on parle de résilience, c'est que c'est un processus dynamique qui va considérer les ressources propres de la personne elle-même, mais aussi son tissu relationnel, son maillage affectif et environnemental. Il y a différentes étapes dans le processus de résilience. Il y a les facteurs de protection ou de vulnérabilité qui étaient préexistants, qui sont issus du développement de la personne, de la manière dont elle a été portée affectivement, et puis le moment du traumatisme à proprement parler, la manière dont il est géré, et ensuite comment des facteurs de soutien, notamment sociaux, le fait de ne pas être isolé, et le sens qu'on va donner au vécu de la personne et à ses futurs projets par la parole, par le débriefing, par le fait de pouvoir s'exprimer, qui vont rentrer en ligne de compte et qui vont faire que, en fonction de ces facteurs de vulnérabilité, facteurs de soutien, on va pouvoir, comme l'invité en plateau, rebondir beaucoup plus facilement que des personnes qui ont déjà des vulnérabilités, parce que
il y a eu des antécédents familiaux difficiles ou des parcours de vie beaucoup plus cabossés, quoi. Donc c'est un processus assez complexe et vous faites bien de le souligner parce qu'on a tendance à utiliser ce terme résilience à tort et à travers, c'est un peu un mot à la mode et en fait on se rend compte que c'est assez compliqué. Tout cela dépend du passé de l'athlète qui est désormais parfois invalide, tout dépend aussi de sa force de caractère. En fait la résilience ça ne se construit pas comme ça en un claquement de doigts. Non. Non, il faut des déclencheurs, il faut des conditions qui vont favoriser. Alors là, l'activité physique et sportive, tout comme les arts, la créativité ou d'autres engagements, vont pouvoir, dans l'engagement que va faire la personne, être vecteur de résilience. Ou en tout cas, favoriser cette dimension-là. Général Paul Sanzé, c'est vrai qu'on parle de résilience là, et dans l'armée, plus que peut-être que dans n'importe quel autre secteur, l'activité physique est souvent au centre de votre vie. Quand on perd l'usage de ses jambes, quand on perd l'usage de ses bras du jour au lendemain, là, la résilience, elle doit être très importante. J'imagine que le militaire en question doit passer par des étapes très très compliquées, inévitablement. C'est vrai, et donc c'est la raison pour laquelle nous avons mis en place un processus de reconstruction dédié à nos blessés, puisque évidemment les opérations modernes occasionnent beaucoup de blessés, et le pouvoir de destruction des armes modernes est considérable. Et donc l'armée française qui est très engagée, comme vous le savez, sur les théâtres d'opérations extérieures, ou la gendarmerie nationale qui est très employée, ont toutes les deux besoin d'un processus. Et donc c'est comme ça que depuis 10 ans, on a modélisé, si vous voulez, en quelque sorte, un processus en 3 étapes. La première est assez banale, c'est de proposer dans les services de rééducation fonctionnelle des hôpitaux militaires, des séances de découverte, tout simplement. Pour donner l'envie, susciter l'envie chez nos camarades blessés en phase de reconstruction. La deuxième, c'est de les accueillir dans des stages, et l'armée de terre dans ce domaine a un temps d'avance, puisqu'elle a développé les rencontres militaires blessures et sport qui se tiennent dans le Cher tous les ans, des compétitions amicales qui s'appellent le Challenge Ad Victoriam. Et puis nous, le CNSD, qui sommes en charge de la reconstruction par le sport, on développe donc tout un tas de possibilités qui sont offertes, qui vont du stage à la journée jusqu'à des stages sur 15 jours, pour essayer d'encourager à la pratique du sport. Et la troisième étape, j'y viens, c'est donc la compétition. C'est la compétition. Et c'est comme ça qu'on a des garçons et des filles qui vont jusqu'à un niveau de compétition olympique, comme Jean-Louis Michaud, ou on parlait tout à l'heure de Thomas Laronce, qui s'entraîne dans ton club. Ah oui. Cyril Chaboun, qui est dans ton club, et qui fait partie de l'équipe de France de volley assis. Donc, vous voyez, la proximité est très grande, en fait. Parce qu'en fait, tout ça, ce sont des gens qui vivent dans le territoire. Ils ne sont pas concentrés du tout dans une caserne à Fontainebleau ou ailleurs. Bien sûr. Ils sont dans leur territoire, ils sont au plus proche de leur famille et de leur emploi quand ils ont un emploi en parallèle. Et on les accompagne à distance en leur proposant des stages un peu à la carte. Sachant qu'il y a cette étape 1 qui effectivement est quelque part la prise en charge, si j'ai bien compris, de l'athlète, et il y a la dernière étape qui est la compétition. Combien de temps y a-t-il entre la première étape et la troisième? J'imagine que c'est assez long, non? Alors oui, on ne peut pas vraiment répondre à votre question de façon définitive et simple, parce que d'abord chaque parcours de vie, chaque blessure est différente. Oui. Ensuite, le bataillon de Joinville que je commande, donc je vous explique, c'est 34 athlètes, 34 parathlètes, mais on a à la fois des anciens militaires qui sont blessés en opération ou à l'entraînement, et puis on a des jeunes civils qu'on va recruter grâce aux fédérations. Ah. Qui ne sont pas du tout en lien avec le monde militaire. Notre camarade Boès, c'est son cas. C'était son cas. Voilà. Et donc actuellement, on a plutôt une proportion de 3 quarts, 1 quart. 3 quarts de jeunes civils qui trouvent une passerelle par l'armée vers la compétition de haut niveau et que nous accompagnons avec donc une solde mensuelle, la capacité du service de santé à les aider en cas de blessure, notre capacité à organiser des stages pour notamment les renforcer mentalement, parce que la difficulté de la compétition, et c'est un point commun avec les opérations, c'est le revers tactique, c'est la situation où on est provisoirement ou temporairement en échec. Oui. Et c'est là où le soldat, comme le compétiteur, a besoin de se préparer à cette situation, qui est un cas tout à fait classique. Oui. Voilà. Vous, Anaïs, à titre personnel, cette reconstruction, elle a duré combien de temps exactement? Elle a duré combien de temps? C'est-à-dire qu'elle est plus ou moins toujours en cours? Elle est toujours en cours. Là, je pense qu'on ne peut pas se considérer comme 100% guéri, parce qu'il y a toujours des hauts et des bas. Ouais. Mais moi, mon accident n'est pas si ancien que ça. Donc, 2019, oui, je rappelle. C'est très récent. Ouais. Mais dans ma tête, je me sens
prête à foncer et je me sens guérie dans ma tête. Et est-ce que ça a été facile d'adapter votre quotidien à votre handicap? Parce que ça doit être compliqué. Vous avez parlé tout à l'heure de l'accessibilité, ça avait fait l'objet d'ailleurs d'une autre émission dans Bienvenue en Ile-de-France. Est-ce que ça a été facile de l'adapter? Vous avez dû, j'imagine, aménager des choses chez vous? Ouais, le plus difficile à aménager, je trouve, au quotidien, c'est tout ce qui est la partie hygiène, salle de bain, quand il faut prendre une douche, se préparer le matin et compagnie. Parce que quand on se lève le matin, il manque toujours la jambe. Parfois, je l'oublie d'ailleurs, donc je me lève un petit peu trop vite le matin. Et à ce moment-là, il ne faut pas se cogner. Il ne faut pas se cogner, il ne faut pas vouloir partir trop vite, parce que si on part trop vite, je pense qu'on ne part pas loin. Ouais. Mais ouais, le plus dur à adapter, c'est cette partie, salle de bain, douche, parce que on devient monopied au moment de se doucher, et puis les accidents peuvent arriver. Et puis, après, moi, j'habite au premier étage. Ah oui, donc ça n'aide pas non plus. Alors j'ai de la chance, parce que... Vous avez un ascenseur? Oui, mais et quand il ne marche pas, l'ascenseur? Ah oui, à ce moment-là, oui, c'est compliqué. On est plus embêté. Donc voilà, après, c'est des choses un peu bêtes du quotidien auxquelles on ne pense pas, parce que moi, quand j'ai pris mon appartement, jamais j'aurais pensé que... Bien évidemment. J'allais être soit en fauteuil, soit à cloche-pied. Donc, mais sinon, après, c'est le plus... Enfin, j'ai mes deux jambes, j'ai ma prothèse, donc je me déplace comme tout un chacun. Mais les fois où je suis en fauteuil, par contre, c'est les trottoirs, les portes qui sont trop lourdes. Très bête, mais mon digicode de ma résidence était très éloigné de ma porte que j'ouvrais, donc il fallait vite se dépêcher avec le fauteuil, d'aller tirer cette porte qui était trop lourde. Enfin bref, ça paraît très anodin, mais très très compliqué quand on est en fauteuil. Et est-ce que tous ces aménagements ont été aussi pensés pour le village des blessés qui sera inauguré d'ici à 2025 à Fontainebleau? Je vois que vous êtes bien renseigné. Ah mais vous savez, moi je prépare les interviews, attention. Je peux vous dire que... Effectivement, le village des blessés, c'est un peu le dernier né de nos innovations pour nos blessés. Des armées. C'est une structure qu'on est en train de bâtir à Fontainebleau, dans le camp Guilmer, pour accueillir 100 personnes. En fait, c'est 100 lits à partir de 30 petites maisons. 30 bungalows. 30 bungalows, c'est ça. On voit les images d'ailleurs. Ça ressemble beaucoup à un parc de vacances finalement. Mais le CNSD ressemble à un parc de vacances pour que nous y soyons très efficaces. C'est vrai. Et donc on est vraiment dans la forêt de Fontainebleau, c'est très, très agréable. Et l'idée de ce spécifique de ce village des blessés, c'est d'y accueillir à la fois les blessés eux-mêmes dans leur stage de reconstruction par le sport, mais aussi leurs accompagnants, leurs familles. Je ne sais pas si vous connaissez les Invictus Games. Oui, absolument, en Angleterre. Donc une initiative du prince Harry à la suite de ces opérations auxquelles il a participé en Afghanistan. Donc une grande fête du sport militaire dans laquelle 500 blessés se rencontrent et défendent leurs couleurs finalement. Et ils sont accompagnés, c'est la particularité de cette organisation, par 2 personnes. Et donc finalement, vous avez 1500 personnes qui sont rassemblées durant une dizaine de jours. Et on assiste à un phénomène qui est très intéressant, c'est l'émulation entre les militaires sur le terrain de sport, sous le regard des familles. Et ça produit de vrais effets positifs pour à la fois nos blessés et leurs familles. Et donc on a souhaité tirer l'enseignement de cette innovation, de cette organisation voulue par les Britanniques, sous une forme très différente, c'est organiser un village dans lequel on pourra accueillir le blessé et sa famille pour des stages de reconstruction. Évidemment, cette émulation collective dont vous parlez des Invictus Games, on la retrouve aussi dans ces Jeux paralympiques, dans des niveaux évidemment considérables. Olivier Strack, c'est vrai que le président de Paris 2024, Tony Estanguet, a souhaité qu'il y ait vraiment un avant et un après sur le front du handicap. Est-ce que vous pensez que cette médiatisation, cette visibilité du handicap, qui est plus que jamais aujourd'hui à la télévision, est-ce qu'elle peut avoir un impact aussi sur le mental de ces sportifs qui vous consultent ? Positif quand on est, en tout cas dans la situation des Jeux paralympiques, parce que ce qui va venir aussi confirmer le processus de résilience, ça va être la reconnaissance sociale. Et quand vous écoutez aujourd'hui la plupart des sportifs para-athlètes qui témoignent, il y a aussi cette dimension d'être reconnu non pas qu'à travers de son handicap, mais aussi en tant que sportif, en tant que personne, au même titre que les sportifs valides. Donc cette ferveur, cet engouement là qu'on peut observer en France, je le souhaite et j'ai l'impression que va marquer une transition dans la représentation sociale autour du handicap. Anaïs, en tant qu'athlète paralympique, est-ce que vous avez été étonnée de l'organisation des Jeux paralympiques, de cette cérémonie d'ouverture qui a été, c'est vrai, très émouvante pour ceux qui ont regardé ça à la télévision notamment? Alors, étonné, le mot est faible, vraiment faible, parce que c'était une ferveur incroyable quand on a posé le premier pied sur les Champs-Élysées. La foule était en délire et on se sentait tout petit au milieu de ces milliers de personnes qui étaient là. Et on s'est dit, mais waouh, mais qu'est-ce qu'on va vivre, quoi. Et tout le long de nos matchs, les personnes présentes dans l'enceinte de l'Arena Villepinte
nous ont portés sur le terrain, mais moi, je n'en revenais pas. C'était indescriptible comme sensation. Ça restera jamais gravé dans votre mémoire. Et ils nous ont portés et ils ont été assez sympas avec nous parce qu'on n'a pas forcément fait les résultats qu'ils auraient pu attendre, mais ils ont été vraiment adorables avec nous, quoi. Mais vous savez quoi, il est peut-être temps maintenant de se pencher sur, non pas la cérémonie d'ouverture, elle est passée celle-ci, mais maintenant sur la cérémonie de clôture qui aura lieu ce dimanche. Et on va voir ça avec vous, Joseph Gaune. Vous êtes le directeur adjoint de la rédaction de Madame Figaro. Déjà, la première question que je voulais vous poser, vous avez regardé la cérémonie d'ouverture des Jeux Paralympiques. Vous avez tout regardé, vous regardez tout de toute façon. Vous en avez pensé quoi de la cérémonie d'ouverture? Moi, j'ai adoré tout ce qui s'est passé, c'est-à-dire toutes les cérémonies d'ouverture, parce que finalement, il y a eu une pré-cérémonie, je ne sais pas si vous vous souvenez. Oui. Avec Air et Phoenix qui jouaient sur le terminal 1 de l'aéroport Charles de Gaulle. Exactement. Ensuite, la grande cérémonie, puis l'autre cérémonie. Je trouve qu'il y a un récit, il y a une vraie histoire qui s'est écrite, notamment avec ce garçon qui s'appelle Victor Lemann, qui est le directeur musical des JO. Il y a une vraie histoire qui réinscrit un peu tout ce qui s'est fait en France depuis, je dirais, quasiment une cinquantaine d'années. Et ça, je trouve ça très, très intéressant et très touchant aussi. C'est-à-dire que quand d'un coup, vous entendez un morceau de Céron, et puis vous voyez Christine and the Queens, etc., en fait, vous tirez un fil. Et ça, c'est vraiment très, très touchant. Et est-ce que la cérémonie de clôture à laquelle nous allons assister ce dimanche s'inscrira parfaitement dans la lignée de la cérémonie d'ouverture des Jeux Paralympiques? Est-ce que ce sera un spectacle aussi impressionnant? Oui, alors j'ai essayé de passer quelques coups de fil pour essayer de voir un peu ce qui se passait. C'est toujours très secret à chaque fois. Hein. Oui, alors c'est ça qui est étonnant. C'est-à-dire, on a la liste des participants. Il y a 24 DJ qui vont jouer. En essayant d'en appeler un ou deux, il y en a certains n'ont pas répondu, et je ne dirais pas qui a répondu, mais on m'a dit non, on n'a pas le droit, je ne peux rien dire, etc. Ce que je peux vous raconter, c'est qu'apparemment, il y a 24 artistes qui vont enchaîner des morceaux, sans doute un morceau chacun. Comme ça s'appelle un back-to-back, c'est les DJ qui se succèdent, et c'est Jean-Michel Jarre qui va ouvrir. Donc il y a là encore une histoire qui est tissée entre Jean-Michel Jarre et une génération plus récente, mais aussi des générations au milieu, c'est-à-dire qu'on va retrouver des gens qui finalement sont là depuis une vingtaine d'années, c'est-à-dire tous les gens de la French Touch, Étienne de Crécy, DJ Falcon, Alan Brax, Cassius, enfin la moitié de Cassius, puisque Philippe Zdar n'est plus avec nous. Ouais. Donc des gens qui sont là depuis 20-25 ans, qui tournent beaucoup à l'étranger, et ce qu'on m'a dit, ce que je donne, ceux qui m'ont dit, c'est qu'ils étaient extrêmement fiers d'être là, parce qu'ils tournent beaucoup à l'étranger, vraiment énormément, aux États-Unis, en Europe, etc. Mais finalement, ils sont peut-être peu sollicités ici. Et là, c'est une forme d'hommage, en fait, qu'on leur rend. Parce que vous ne citez pas David Guetta, par exemple, qui est quand même le DJ français par excellence. C'est un des DJ français, je dirais. Même s'il est extrêmement écouté, il n'est pas le seul. Ouais. Et il y en a beaucoup d'autres qui sont là depuis aussi longtemps que lui, voire plus longtemps que lui, et qui sont tout aussi légitimes. Effectivement, David Guetta, alors c'est marrant parce que bon, il y a tout ce feuilleton avec lui, où il attend toujours qu'on l'appelle. Bien sûr. Il l'a dit publiquement. Il l'a dit publiquement, qu'on l'appelle. Bon, effectivement, il aurait pu en être. Oui, absolument. Voilà, il aurait pu en être, il n'a pas été, voilà, c'est d'autres choix. Mais j'ai envie de vous dire, il n'y a que 24 artistes, finalement, pour 1 heure et demie de spectacle. Donc, forcément, il faut faire des choix. Indochine, c'est plein dans le Parisien de ne pas avoir été appelé non plus. Oui. Bon, Indochine, c'est pas l'électro. Et là, vraiment, l'angle, toute la soirée, elle est très, électro. Mais très pourquoi électro. miser sur l'électro? Quel est le rapport, en fait, avec les Jeux Paralympiques? Je crois que bon, d'une part, j'imagine qu'il y a un rapport avec Victor Lemann lui-même. C'est-à-dire, il vient un peu de là, de cette musique électronique. Je pense qu'il y a aussi une volonté de reconnaître une musique qui n'est peut-être pas extrêmement reconnue en France, finalement, même si c'est une musique qui est très importante en fait dans l'histoire de la musique française. D'autant qu'elle est issue de notre pays, elle a été créée en France. Oui, elle a été créée. Le fait qu'il y ait Jean-Michel Jarre, le fait qu'il y ait tous ces artistes, ce sont des gens qui sont vraiment internationaux. Jean-Michel Jarre, c'est quelqu'un qui a joué devant le plus grand nombre de personnes au monde. Donc ça, c'est assez spectaculaire. Ensuite, je ne sais pas, ça c'est un fil que moi je tire, mais la musique électronique, c'est une musique qui est faite à partir de machines, donc ça veut dire de maîtriser des machines. Et il y a aussi cette idée-là, cette idée que ce n'est pas forcément un instrument avec lequel on joue depuis la petite enfance, mais c'est quelque chose que vous devez maîtriser. Ce sont des machines, c'est quelque chose, c'est un ouvrage différent. Et Joseph, il y aura aussi, pardon de vous couper, mais il y aura aussi cette transition avec les Jeux Paralympiques de Los Angeles.
quels acteurs américains vont venir dans les rues de Paris cette fois-ci? On a vu Tom Cruise pour la cérémonie de clôture des Jeux Olympiques. Je sais pas, vous savez, moi j'espère toujours qu'il Snoop Dogg encore. Ah, vous espérez encore Snoop Dogg? Vous avez été conquis? Oui, Snoop Dogg. Vous savez le prix qu'il prend pour travailler pour une chaîne américaine. Je sais bien. Il va falloir sortir le chéquier là. Je m'attire lire. Merci beaucoup. Merci Joseph Gold. Merci aussi à tous les deux d'avoir été autour de cette table. Merci à Olivier Strack aussi à distance d'avoir été avec nous. On poursuit cette émission avec un animal pas comme les autres qui nous a tous émerveillés. C'était, souvenez-vous, le 26 juillet dernier. Le mammifère dont nous allons parler maintenant est très certainement le cheval le plus regardé de tous les temps. Lors de la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques de Paris, cet étalon métallique a galopé sur la scène pendant plusieurs kilomètres devant des centaines de millions de téléspectateurs quand même. Où se trouve-t-il désormais? Que va-t-il devenir? C'est ce que l'on va voir tout de suite avec notre invité qui vient de s'installer en plateau. Bonjour Aurélien Meyer. Bonjour. Vous allez bien? Enchanté, je vais très bien. Merci, ça va pas mal. Écoutez, on a fait une bonne première partie d'émission, c'était passionnant. Et avec vous, on va parler donc de ce cheval métallique. Alors déjà, je vais vous présenter. Vous êtes le directeur artistique de l'atelier Blam et vous êtes donc l'heureux papa de cette silhouette argentée qui a beaucoup marqué la cérémonie d'ouverture. Et si vous êtes dans ce studio aujourd'hui, eh bien c'est parce que ce cheval que vous avez conçu se dresse fièrement dans la cour d'honneur de l'Hôtel de Ville de Paris. Le public peut aller le rencontrer gratuitement, il faut le préciser. J'imagine toute la fierté que vous ressentez lorsque vous avez appris qu'il allait avoir une deuxième vie. C'est vraiment une immense fierté. Je pense que c'était un plaisir de pouvoir aussi le montrer à tout le monde. C'est vrai que sa présence sur la scène était un peu fugace. C'est quelques minutes. Quelques minutes, mais qui ont quand même beaucoup marqué. Les images ont fait le tour du monde. Qui ont énormément marqué. C'est un truc complètement dingue. Mais c'est vrai que c'était beau. C'était alors peut-être très épuré. C'est un cheval métallique. Il n'y a pas un décor incroyable, mais en tout cas c'était très gracieux. On avait l'impression qu'il volait au-dessus de la scène, alors qu'il y avait un trimaran. Effectivement, on pouvait apercevoir de temps en temps les flotteurs. C'était assez incroyable. Vous avez participé aussi à la conception de cette scénographie au-delà du cheval? Alors moi j'ai été très proche évidemment de Thierry Reboul et puis de Thomas Joly qui ont très bien fait leur travail. Le directeur artistique effectivement de Paris 2024. C'est ça, donc on a été missionné pour faire ce cheval en ayant comme petite info initiale qu'ils aimeraient bien avoir un cheval au galop sur la scène. Donc de là, il fallait créer un objet dingue qui puisse capter l'attention pendant quelques minutes sur la scène. Donc il fallait que l'objet fonctionne superbement bien et qu'il soit beau à l'image. Alors on va parler de la naissance, de la façon dont vous avez fabriqué ce cheval, mais tout d'abord, si on s'attarde un instant sur ce cheval donc, qui est pour l'instant au niveau de la cour d'honneur de l'Hôtel de Ville de Paris, pourquoi est-il installé dans ce lieu? Pourquoi à l'Hôtel de Ville de Paris? C'est vous qui avez choisi? Alors non, j'ai pas forcément choisi. Je pense que c'est aussi sous l'impulsion de la maire de Paris, Anne Hidalgo, qui était hyper motivée pour l'avoir dans sa cour. C'était juste génial. L'endroit est magnifique. C'était un beau lieu patrimonial. Bon, je trouve que l'endroit est superbe. Il a vu des chevaux avant. Il voit Zeus aujourd'hui. C'est super. Il va devenir quoi après? Il va y rester jusque quand d'ailleurs? Il reste dans la cour de l'Hôtel de Ville jusqu'à dimanche soir. Et après, il va faire un petit détour par Nantes. Et il reviendra à Paris dans quelques semaines. Et on sait où il sera exposé? Alors, je pense... c'est Sanofi qui connaît un petit peu l'avenir du cheval. Je les laisse maîtriser un peu ce sujet. Alors, en tout cas, je sais qu'il va tourner et qu'il risque de faire un beau petit tour en France et ailleurs. Est-ce que vous aviez anticipé l'engouement que ressentirait le public à la vue de ce cheval lors de la cérémonie d'ouverture le 26 juillet dernier? Alors non, du tout. Après, j'étais sûr que l'objet fonctionnait et qu'il était fascinant. Il m'avait moi-même fasciné quand je l'ai vu la première fois sur l'eau, en mouvement. Je trouvais que l'objet était assez dingue. Donc je pensais vraiment que le public allait aussi coller avec ce truc, avec cette histoire, ce cheval, cette sculpture en mouvement. Vous avez ressenti quoi lorsque vous l'avez vu? Vous étiez sur les quais de Seine au moment de la cérémonie d'ouverture, vous l'avez vu de vos propres yeux? Moi, j'étais sur le bateau juste derrière. Ah, vous étiez juste derrière? Exactement. Non, c'est mon petit bébé, donc... c'est ça, quand je dis le papa, vous veillez sur votre enfant, Exactement. En fait. Non, mais c'était, vous savez, vraiment une heure un peu tardive, des quais de Seine remplis, une pluie battante, un enjeu colossal, parce qu'il faut quand même que ça fonctionne et que quand on vous donne le top, que ça fonctionne. Donc j'étais derrière, j'étais très attentif. On parle d'1 milliard de téléspectateurs quand même, donc à ce moment-là, vous avez une petite pression en effet.
Une petite, c'est un peu c'est une petite pression, une énorme pression. Alors racontez-nous la naissance de ce projet. À partir de quel moment le comité d'organisation des Jeux Olympiques est-il venu vous solliciter pour que vous fabriquiez cette silhouette métallique? Alors j'ai la chance d'avoir aussi produit parallèlement la vasque olympique. Absolument, c'est vrai, qui a été designée par Mathieu Lehner. C'est grâce exactement et qui a fait un énorme et un beau travail qui marche super bien dans l'espace public parisien. Et en fait c'est lié aussi à cette histoire-là parce que évidemment j'ai rencontré aussi Thierry Reboul, Thomas Joly pour la vasque et de fil en aiguille, j'ai eu cette proposition. Ils ont proposé ça à plusieurs entreprises françaises et européennes et j'ai eu cette chance d'avoir été celui qui a été choisi pour réaliser cet objet. Qu'est-ce qui a fait la différence ? Je pense l'amour de l'atelier Blam pour le beau, l'esthétique, et puis pour la mécanique aussi, l'intelligence de l'ingénierie et de... Ouais, je pense qu'on réunissait tous les éléments. Alors avant le 26 juillet au soir, personne ne connaissait l'existence de ce cheval, à part quelques initiés comme vous, à part évidemment les membres du comité d'organisation des Jeux Olympiques de Paris. Vous avez fabriqué cet outil dans le plus grand secret ? C'était un secret énorme. Je pense que Thierry Reboul maîtrisait vraiment ce secret, qu'il souhaitait que nous maîtrisions également ce secret. Donc on est resté... Vous pouviez même pas le dire à votre famille que vous faisiez ce cheval ? Non, personne ne devait le savoir. Ah ouais ? Non, on voulait garder le secret. Mais ça, c'est fascinant. Vous avez une clause de confidentialité, quelque chose comme ça ? C'est ça, mais au-delà de ça, c'est qu'on a quand même cette habitude de créer des grands objets dans l'espace public. Et on garde toujours ce secret un petit peu. Et quel était le cahier des charges ? Est-ce que vous avez eu une liberté ou bien vous aviez vraiment un dessin très précis face à vous et puis un cahier des charges très strict à respecter ? Non, je pense on peut le dire très, très fièrement, on est créateur de ce cheval. Je pense que c'est aussi Thomas Joly qui a donné les grandes lignes évidemment du projet en souhaitant ce cheval au galop sur la scène, mais après on a été très libre en tout cas dans l'esthétique. Et quel métal vous avez utilisé alors pour le fabriquer ? Pardon, c'est de l'aluminium. Il est totalement en aluminium. Il y a quelques pièces en laiton ou en bronze qui se baladent par-ci par-là, mais quasiment la totalité de l'objet est en aluminium et il est recouvert de feuilles d'argent. Et il y a un moteur qui se cache sous les côtes de ce cheval ? Il y a deux moteurs qui se cachent sous la coque. Pour le faire galoper, absolument. Pour le faire galoper, c'est ça. Et est-ce que ce métal va vieillir ? Est-ce qu'il va falloir l'entretenir de façon à le rendre peut-être immortel, ce cheval ? Alors ça, c'est une très bonne question, parce que moi, je suis très attaché à la pérennité des objets. Donc on a fait un objet qui est pérenne, qui aura un destin assez facile, en tout cas, dans le temps, qui sera maîtrisé. C'est le vieillissement. Très bien, en tout cas comme ça on pourra peut-être le voir en France, ici ou là, lorsqu'il va se balader. Et comment vous avez assemblé toutes les pièces ? Parce que vous avez dit qu'il y avait des plaques en aluminium, c'est ça, il y a deux moteurs. Concrètement, ça se manipule avec des vis, c'est très rudimentaire si j'ose dire, ou bien c'est quelque chose quand même de très très élaboré ? Moi je pense que c'est vraiment proche de l'horlogerie, on peut le dire. C'est un travail très minutieux alors. Très très minutieux, qui a nécessité plus de 20 000 heures de travail. C'est un gros travail, j'ai une équipe qui est formidable, j'ai des chaudrons, j'ai des mécaniciens, j'ai des ingé-méca, j'ai des archis, des designers qui travaillent avec moi, qui m'entourent. Et on a tous mis vraiment notre amour dans cet objet-là. On a voulu faire un objet vraiment singulier qui représente aussi l'art contemporain, le design contemporain, qui soit aussi dans notre ADN aussi. On souhaitait que ça soit pas non plus complètement éloigné de ce que l'on est habituellement. Donc on y a mis une énorme exigence. Et on a essayé d'amener de la plus grande beauté. Et je pense que oui, et je parlais d'éclat tout à l'heure, on a essayé de faire en sorte qu'il puisse vraiment transpercer l'écran. Et je crois que ça a été le cas. Et le trimaran, alors il n'est pas issu de votre atelier, il était fait par une entreprise bretonne, c'est une entreprise bretonne, c'est un sous-traitant. En fait, c'est plusieurs sous-traitants qui travaillent aussi en Bretagne, qui m'ont accompagné sur cet objet et qui ont fait un travail formidable. En tout cas, ça a super bien marché. Parce que il était piloté à distance, Non, c'est la cavalière qui pilotait. C'est la cavalière qui pilotait le bateau. Ah ouais, c'était... En fait, ça fonctionnait vraiment comme évidemment un vrai cheval. Elle avait des rênes dans les mains et elle tirait à droite pour aller à tribord, à gauche pour aller à bâbord. Vous dites 20 000 heures de travail, ça représente combien de mois de travail ? En fait, on était très nombreux, mais ça représente à peu près, je dirais, une quinzaine de mois de travail. Ah oui, quand même. Mais pour concevoir la totalité de l'objet, pour faire en sorte qu'il soit, encore une fois, élégant, beau, dynamique.
c'est pas beaucoup d'heures. Bon, admettons, je décide de m'offrir ce cheval pour le mettre dans mon salon parce que je le trouve magnifique. Il me coûtera combien? Alors ça, je peux pas vous répondre. Ah, vous pouvez pas me le dire. Bon, avec une petite réduction quand même. je vous ferai quelques pourcents. Ah, c'est sympathique quand même, vous êtes venu sur le plateau. Alors, il s'appelle Zeus, le cheval, vous l'avez dit, pourquoi? C'est quand même, il sent pas l'humilité quand même, le cheval, là, parce que Zeus, ça reste quand même le dieu suprême dans la mythologie grecque. Alors, vous avez parlé tout à l'heure de confidentialité. En fait, il fallait lui donner un petit nom, parce qu'on ne pouvait pas dire le cheval mécanique à l'atelier, on ne pouvait rien dire du tout, donc on lui a donné ce nom. Et on travaillait sur l'autre projet de la flamme olympique, on l'appelait Ariane, on l'appelait Zeus, assez naturellement. Et dans les discussions, c'était un coup de Zeus, un coup Ariane. C'était assez chouette. Alors tout à l'heure vous disiez que vous l'avez conçu en toute discrétion, mais comment avez-vous fait pour le tester? Parce que là vous êtes obligé de le sortir de l'atelier à ce moment-là. Alors on l'a testé en toute discrétion sur l'océan Atlantique, en pleine journée. En fait foncièrement on a croisé que très peu de bateaux. Ouais. Vous êtes approché des côtes américaines, donc incognito. Triangle des Bermudes. C'est vraiment ça. Non, on était sur les côtes atlantiques et non, ça s'est super bien passé. Finalement, il y avait assez peu de monde. Ouais. C'était pas encore les vacances scolaires, on était très tranquilles. Et il est censé représenter quoi? Il s'appelle Zeus, vous disiez, il est censé représenter quoi? Parce que beaucoup de personnes l'ont interprété de façon complètement opposée, j'ai envie de dire. La version officielle, c'est quoi? La version officielle, c'est la cavalière qui représente un petit peu le personnage de Sequana. Oui, donc c'est la déesse, la déesse du fleuve. Et en fait, il fallait lui trouver une monture. Ouais. Et cette monture, c'est appelée Zeus. Ouais. Bon, après, c'est peut-être un collage qui fonctionne pour moi, parce que dans l'image, il y a quelque chose qui est beau. Mais après, il fallait que dans l'histoire, chacun peut se raconter cette histoire-là. Alors, pour aller voir ce cheval, donc, il faut réserver aussi, je vais être très concret, il faut réserver un créneau sur le site de la mairie de Paris. J'y suis allé ce matin, parce que je voulais aller le voir, ce cheval, et il n'y avait plus de place. Est-ce que vous savez s'il y a des places qui vont se libérer? Je ne suis pas dans les confidences, mais je pense qu'il y a quelques places qui peuvent se libérer, oui. Bon, en tout cas... peut-être tous les jours, je crois qu'ils remettent des places en ligne. Bon, en tout cas, on ira le voir. Donc, c'est jusqu'à quand exactement? Jusqu'à dimanche prochain. Donc, il va falloir effectivement se dépêcher. Ensuite, il va faire un tour du côté de Nantes, là où se trouve votre atelier, dans la ville. Révision. Voilà, exactement. Il retourne effectivement à l'hôpital où il est né, si j'ose dire, et il revient ensuite à Paris. Et là, effectivement, il faudra être très attentif, pour savoir à quel endroit il se trouve exactement pour aller le visiter. Merci beaucoup, Aurélien Meillard, d'avoir été autour de cette table. Je rappelle donc que vous êtes le directeur artistique de l'atelier Blâme à Nantes et que l'on peut toujours contempler donc ce cheval au niveau de la cour d'honneur de l'hôtel de ville de Paris. Merci d'avoir été autour de cette table. Allez, on termine cette émission avec votre rendez-vous par ici les sorties. Allez, c'est parti. Si vous n'avez absolument aucune idée du week-end que vous allez passer, on vous donne des idées tout de suite grâce à François Aubel. Bonjour François. Bonjour Damien. Mais quel plaisir de vous retrouver moi aussi, pour cette nouvelle saison. Vous savez, on prend les mêmes et on recommence. On change pas une équipe qui gagne, comme dit l'adage. Alors je rappelle que vous êtes toujours rédacteur en chef culture du Figaro. Alors pour la reprise de votre chronique, vous avez décidé d'évoquer ce soir l'exposition événement de cette rentrée. Elle célèbre le centenaire du surréalisme et c'est au centre Pompidou que ça se passe. Oui Damien, en fait cette exposition elle s'intitule tout simplement surréalisme, de manière presque définitive en fait, car vous avez raison de le dire, c'est l'événement artistique de cette rentrée. En fait, c'est comme un bouquet final avant la fermeture annoncée du Centre Pompidou en 2025. Et je souscris, ma consoeur Valérie Duponchel, lundi a fait une page dans le journal, dans le cahier Vous, et elle a écrit un très bel article, et je vous laisse voir exactement au Centre Pompidou un centenaire de rêve pour le surréalisme. Et c'est tout à fait ça. En fait, oui, cette exposition va faire date. Elle fait l'unanimité, déjà. Ah, déjà, elle fait l'unanimité, il y a un monde fou. Elle va faire date d'abord parce qu'elle donne à voir 500 œuvres. Alors, des toiles, des gravures, des sculptures, des objets surréalistes, des dessins, des photos, des films, et bien sûr des documents littéraires, dont le plus important pour le surréalisme, le manifeste du surréalisme, écrit en 1924 par André Breton, et qui occupe là le cœur de l'exposition. C'est un manifeste qui sort jamais de la BNF. Très rarement, il est sorti 2 fois. Là, je pense que c'est la 3e fois. Il est dans les réserves, on le laisse vraiment tranquille. Là, très exceptionnel. Voilà, il y a 21 feuillets. Ces 21 feuillets qui sont très précieux, qui demandent un maniement vraiment très minutieux. Et voilà. Donc, tout est conçu autour de ce manifeste et les 2 commissaires de l'exposition, Marie Sarré et Didier Ottinger, ont choisi non pas un accrochage purement chronologique, mais un accrochage
thématique, à travers les thèmes principaux, finalement, qui traversent le mouvement surréaliste. Alors, on trouve le rêve, la nuit, les monstres, Alice au pays des merveilles. Alice au pays des merveilles, c'est improbable. Le royaume des mers, pardon, mais aussi les vers aussi. Ah oui, c'est moins glamour qu'Alice au pays des merveilles, je vous avoue, ça fait moins rêver. mais les forêts, les chimères. Et en fait, tous ces thèmes irriguent ce mouvement, disons, sous toutes ces formes artistiques, je l'ai dit. Il y a tout, des toiles, des objets. Parce qu'en fait, dans le surréalisme, il n'y a pas de dogme. On peut choisir tous les supports qu'on veut. Bien sûr, le support littéraire, la poésie, mais aussi le support artistique. Et en fait, cette exposition est conçue comme un labyrinthe. Donc, c'est un symbole chez les surréalistes. C'est quelque chose qui leur est très cher. C'est une forme chère aux surréalistes. Et un labyrinthe qui, dans cette exposition, finalement, cartographie l'imaginaire poétique du mouvement. Je vous propose qu'on regarde la bande-annonce, qu'on voit un petit peu à quoi ça ressemble. Surréalisme, non masculin, automatisme psychique pur, par lequel on se propose d'exprimer, soit verbalement, soit par écrit, soit de toute autre manière, le fonctionnement réel de la pensée. L'image est une création pure de l'esprit. Alors, vous les avez peut-être reconnus déjà à travers cette bande-annonce, mais tous les grands artistes du surréalisme sont là. Max Ernst, René Magritte, Salvador Dali, Miro, Dora Maar. Et je voulais qu'on commence justement par s'arrêter sur une toile. La toile qui sert de Max Ernst, qui sert justement d'affiche à cette exposition. Qu'est-ce que vous voyez là, Damien ? Ah bah là, c'est quelque chose qui fait assez peur, je dirais, quelque chose qui peut représenter un diable, quelque chose qui représente quelque chose de pas sympathique. Hein. Alors, pas sympathique du tout, non, c'est une chimère, c'est une figure, là encore, qui est très chère aux surréalistes, c'est une chimère, vous voyez, elle n'a pas l'air du tout commode, comme vous le disiez. Elle semble tout emporter comme ça sur son passage, elle est en mouvement. Cette toile a été peinte par Ernst en 1937. Qu'est-ce que c'est, 1937 ? Eh ben, c'est le bombardement de Guernica. C'est la défaite des Républicains en Espagne. Et vous voyez sur sa droite ce petit personnage-là qui ressemble à un phasme. Ben, ça, c'est finalement nous, c'est lui, c'est le peintre. C'est nous, c'est qui essayons de retenir comme ça la chimère, la freiner dans sa course. Et bien sûr, cette bête, vous l'avez compris, c'est le franquisme. C'est la dictature. C'est le franquisme qui écrase tous ceux qui tentent de résister à la dictature et à Franco. En fait, ce qui est très important, et on le comprend très bien dans l'exposition, c'est que dès sa fondation, le surréalisme a voulu agir dans le champ politique. En fait, la révolution que porte ce mouvement, c'est une revanche sur les massacres de 14-18. C'est une révolution d'une jeunesse, finalement, au rêve totalement anéanti, qui justement veut se réinventer, se venger grâce à l'art. Et ce qui est intéressant dans ce courant artistique, c'est que c'est un courant artistique, philosophique et politique, et il prend appui à la fois sur le changer la vie de Rimbaud, et à la fois sur le transformer le monde de Karl Marx. Il faut bien voir que la plupart des membres du surréalisme ont fait l'expérience des tranchées, ont fait l'expérience de la Première Guerre mondiale, et ils vont remettre en question finalement les valeurs de ce monde moderne issu du siècle des Lumières, et ils vont battre en brèche le rationalisme, le progrès, l'industrialisation, en ayant l'intuition qu'il y a une urgence à réinventer le rapport au monde et surtout le rapport à la nature. Et c'est important parce que cette réactivation de la nature, c'est un message qui est très actuel et c'est pour ça que finalement cette exposition, elle nous parle beaucoup. Parce qu'on le perçoit à travers les différents chapitres dont je parlais tout à l'heure. Par exemple, dans la forêt, c'est très important la forêt parce que c'est le lieu... C'est le théâtre du merveilleux pour les surréalistes, mais c'est aussi une source d'émancipation. C'est aussi un endroit où on se perd, mais où on essaye justement de trouver un chemin. Et ce chemin, finalement, il passe aussi par les rêves. Et là, on le voit à travers 2 tableaux. Les rêves et la nature sont mêlés comme ça, à travers la main coquillage de Dora Maar, qui est une très, très, très belle photo. Et à travers la toile merveilleuse de Dali, dont le titre, à lui seul, est un poème. Elle s'intitule « Rêve,
causée par le vol d'une abeille autour d'une pomme grenade, une seconde avant l'éveil. Ah, c'est joli. Mais nous demande de faire des titres courts dans le journalisme. Je peux vous dire que là, il aurait une mauvaise note en école de journalisme. Alors, je bois vos paroles, hein, mais je voudrais qu'on revienne quelques secondes en arrière parce que dans votre introduction, vous m'avez parlé d'Alice au Pays des Merveilles et de la fascination des impressionnistes, des surréalistes, pardon, sur l'expo de l'année dernière, des surréalistes pour Alice au Pays des Merveilles. Et là, vous m'expliquez pourquoi. Alice, pour eux, c'est un personnage très important parce que c'est la liberté intacte de l'enfance. En fait, c'est cette liberté qui lui permet de fuir la réalité pour se plonger comme ça, pour se projeter dans un monde merveilleux et absurde. Et en fait, ces aventures, elles deviennent finalement un champ d'expérimentation idéal pour les surréalistes. Regardez la composition là, de la Britannique Leonora Carrington. Tu vois, comme on voit que comme dans Alice au Pays des Merveilles, elle joue sur les différentes échelles, sur le grand, le petit. Ouais. En fait, elle contredit l'ordre du monde et c'est ça qui intéresse les surréalistes. Et André Breton, d'ailleurs, avait réhabilité la figure de Lewis Carroll en disant que c'était finalement un des précurseurs, un des pères du surréalisme. Et il disait que tous ceux qui gardent le sens de la révolte reconnaîtront en Lewis Carroll leur premier maître d'école buissonnière. Ah ouais. Est-ce qu'il faut vraiment prendre une après-midi entière pour pouvoir visiter cette exposition? Il faut prendre 4 bonnes heures. Je le disais, il y a un monde fou. Ouais. Il y a un monde fou parce qu'il y a des toiles, beaucoup de toiles qu'on n'a pas vues, notamment d'artistes femmes. C'est la grande révolution aussi de cette exposition. Elle met en valeur, elle met en majesté des artistes femmes, parce que le surréalisme n'a pas fait des artistes femmes des muses, mais des artistes à part entière. Il vous reste 1 minute, François, pour nous parler d'une autre sortie, de plusieurs sorties peut-être si vous le désirez, mais il faut que vous soyez très rapide. Alors, pour être complet justement sur le sujet du surréalisme, l'édition Gallimard propose leur exposition aussi sur le surréalisme, mais sur son versant littéraire, l'histoire du surréalisme, ça n'a jamais été un long fleuve tranquille. Ouais. Elle est jalonnée de tensions, d'insultes entre certains membres du surréalisme, mais entre aussi certains auteurs Gallimard traditionnels comme Paul Claudel qui voyaient le surréalisme comme la voyouterie surréaliste. Vous parlez de la voyouterie. Alors je vous dis, là c'est ce que je peux vous dire, parce qu'il y a beaucoup de noms d'oiseaux qui volent, et les grands auteurs Gallimard donc, racontent cette révolution surréaliste dans une exposition qui s'intitule « Des surréalistes à la NRF, des livres, des rêves et des querelles ». C'est à la Galerie Gallimard à Paris, c'est au 30 rue de l'Université et c'est dans le 7e arrondissement de Paris. À Paris, exactement. Merci beaucoup François Obel, vous avez été très rapide, très très bon franchement. Merci beaucoup, je rappelle que vous êtes rédacteur en chef culture au Figaro. C'est la fin de cette émission, merci beaucoup de nous avoir suivis. Lundi, vous retrouverez Victoire Sicora aux commandes de Bienvenue en Ile-de-France. D'ici là, je vous souhaite une excellente soirée et un très bon week-end sur le Figaro TV.